Tu parles, toi? Non, il parle pas. Il est presque à faire un selfie, hein. Et toi, tu parles? Bah non, t'es un éléphant. Mais un éléphant du Berlin, quand même. Tu parles, Auguste? Non, Auguste, il parle pas. En revanche, il y a des statues à Rome qui parlent. C'est une sorte de légende populaire qui n'est pas qu'une légende parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de pamphlets déposés au pied de ces statues à partir des années 1500. À l'époque, les papes étaient tout puissants, ça s'enrichissait, ça faisait pas grand-chose pour le peuple. On était un peu loin des principes de la chrétienté. Le pape Borgia, il a quand même eu 4 enfants. Et évidemment, le peuple romain qui n'avait pas à manger tout le temps et qui un peu croulait sous le travail, les dettes, etc., ils n'étaient pas toujours très contents et finalement les statues parlantes ont permis aux Romains, bien contestataires, de s'exprimer. Il y a donc 6 statues, dites statues parlantes, qui font partie du Congrès des esprits, Congrega degli Arguti. Elles sont restées assez célèbres et on va en faire un petit tour. Alors on s'en va voir ma préférée et la plus active de toutes les statues parlantes. Voilà Pasquino. Oh oui, toi tu parles. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Via i fascisti, Trump boia. Voilà ce que ça pouvait donner un petit peu à l'époque. Et donc que sait-on sur Pasquino? C'est une statue antique qui à la base décorait le stade Domitien, qui est aujourd'hui la Piazza Navona, comme c'est écrit dessus, avec cette forme elliptique. Et son nom viendrait d'un artisan qui avait une échoppe pas très loin et qui était très ironique, très insolent. Et c'est resté. On a associé son nom, Pasquino, à la statue. Et Pasquino, il a été tellement célèbre que la place porte son nom. Il a même une rue, Via di Pasquino. C'est vraiment la reine des statues parlantes. Et on appelle les pamphlets qui peuvent être laissés des pasquinades. Et ce qui, pour moi, fan de Donna Olimpia, est très intéressant, c'est qu'il regarde dans la direction du palais où habitait Donna Olimpia. Donc, je répète, la belle-sœur du pape Innocent X, qui l'a fait élire, qui a régné dans son nom sur le Vatican pendant 10 ans, et que l'on disait très avare, très cupide, et qui aurait bien dérobé le trésor pontifical, eh bien, c'est comme s'il lui parlait directement dans l'oreille. Et je peux vous dire qu'à l'époque de Donna Olimpia, il y a eu énormément de pasquinades. À l'époque, ils s'en sont donnés à cœur joie entre Pasquino et une autre statue parlante qui est Marforio. On s'est dit, tiens, un duo, ça marque plus les gens. Donc Marforio a commencé à poser des questions à Pasquino et Pasquino était celui qui répondait avec un ton plus mordant. Et par exemple, dans les pasquinades entre Marforio et Pasquino, on a Marforio qui dit « Qui est cette femme qui commande au pape ?» Pasquino répond « C'est la Pimpaccia, Marforio, celle qui gouverne Rome, vide les coffres et remplit les siens. » Pourquoi dit-on que Rome a 2 papes? Parce que l'un porte la tiare et l'autre le pantalon. Qui règne aujourd'hui sur Rome? Le pape, quand Donna Olimpia le permet. Pasquino a eu des périodes de silence dans sa vie. Entre 1870 et 1930, on l'a plus tellement entendu, mais il a repris du service au moment de la visite d'Hitler à Rome, où il est dit qu'il a dit « Toi, Rome, faite de travertin, te voilà décoré en carton-pâte pour ce peintre en bâtiment qui se prend pour un seigneur. » Donc notre ami Marforio se trouve dans un de ces bâtiments, soit ici, soit là. Mais pour rentrer, il faut que je visite le musée, donc je ne vais pas le faire maintenant. C'est une énorme statue en marbre d'époque romaine qui remonte au 1er siècle et qui représente peut-être le dieu Océan ou le dieu Neptune ou même le Tibre. Elle a été trouvée au cœur du Forum Auguste dans un endroit qui était le Foro di Marte, le Forum de Mars. C'est là où on célébrait les victoires. En latin, ça s'appelait le Martis Forum Marforio. Il est là, lascif, un petit peu posé sur sa flaque. Et c'est pour ça aussi, avec cette pose un peu tranquille, chill, que dans les 6 statues parlantes, c'est celui qui a un peu le rôle du bébête, du gentil, de l'innocent. Alors maintenant, on va braver la foule et on va voir Madame Lucrezia, qui est la seule femme dans le groupe des statues parlantes. Mon Dieu, elle est géante. Alors Madame Lucrezia, est-ce que tu parles toi? Oui, je parle. Tiens, je vais faire un selfie. Bah oui, on est hors du cadre. Bon, elle est grande, elle fait 3 mètres. 3 mètres de haut et ce n'est que le buste. Ça fait du bruit un peu là-bas. Madame Lucrezia, elle a une histoire assez sympathique. Il se dit qu'elle représente la déesse Isis ou une prêtresse de la déesse Isis à cause de ce nœud, du nœud de sa robe, qui serait assez caractéristique du gang des prêtresses d'Isis.
Et pourquoi elle s'appelle Madame Lucrezia? Madame Lucrezia, elle doit son nom à Lucrezia d'Alagno, qui était la maîtresse du roi de Naples, Alphonse V d'Aragon. Après la mort du roi, elle était triste, elle était seule, elle était déprimée à Naples, donc elle serait venue à Rome, habiter dans ce coin-là, le coin de la place Saint-Marc, Piazza San Marco. Et les Romains ont commencé à appeler la statue Madame Lucrezia, parce que la statue, elle a l'air quand même un peu tristoune. Ouais, ça respire pas la santé, ni la joie. Mais Lucrezia d'Alagno, c'était une élégante et c'était une femme riche. Elle n'était pas du genre à se plaindre du gouvernement, des ministres, des papes, des puissants et des riches. Mais pourtant, quand même, cette statue a pris son nom. Et ce qui fait qu'on en est un peu convaincu, c'est que Madame, c'était pas un nom qu'on utilisait à Rome. Ils disaient Signora, che ne so, Donna. Mais Madame, c'était plutôt napolitain, parce que les Français ont eu une grande influence sur Naples. Ça, c'est encore toute une autre histoire. Et donc Madame Lucrezia, dans le groupe des 6 statues parlantes, c'était plutôt la plaintive. Celle qui dit « Oh, il y a trop d'impôts. Oh, voilà, moi je vois passer tous les jours les riches et les puissants, et moi je reste dans la poussière. » Ou alors « À moi, pauvre femme, on me demande de payer comme les riches. » Et on imagine que tout ce qui était plainte pour la condition des femmes, c'était elle qui se chargeait de ces messages-là. Brava Madame Lucrezia, la seule femme. Forza Madame Lucrezia. Et il y a un dernier fun fact sur Madame Lucrezia, c'est que on a peut-être quelque part dans la ville un autre morceau de son corps. Alors voilà un indice pour essayer de retrouver les autres parties du corps de Madame Lucrezia. La rue du Pied en Marbre. Gros indice, grosse enquête. J'espère que je vais le trouver. En plus j'imagine qu'il sera très discret ce pied, vu qu'elle fait 3 mètres. Oh! Mais qu'est-ce donc? Mais tu te rends compte? C'est une basket. Non, c'est un pied. Et donc ce serait un des pieds de Madame Lucrezia. Et pourquoi on se dit que ça pourrait être son pied? Parce que ce genre de sandales, ces petites lanières, ça ressemble au trousseau des prêtresses de la déesse Isis. Ce qui est étonnant, c'est d'avoir un pied tout seul qui se balade, comme ça, au milieu de la rue, protégé par des petites barrières. Ça vous laisse de marbre. En route pour trouver une autre statue parlante. Ah, c'est bien, il n'y a personne un dimanche. Alors on tourne très vite. Via Lata, une petite rue et une fontaine. Et toi tu parles? Tu parles, il en a pris plein la tronche celui-ci. Alors voici Il Facchino. Et lui, il a une histoire assez incroyable. En fait, juste derrière lui, c'est un bâtiment qui était à la base la congrégation des porteurs d'eau. Et au début du XVIe siècle, ils avaient demandé la construction d'une fontaine avec quelqu'un qui représentait un porteur d'eau. Les porteurs d'eau, évidemment, ils étaient essentiels pour la ville parce qu'il n'y avait pas de réseau d'eau qui amenait l'eau jusqu'aux maisons. Il fallait bien porter l'eau du Tibre ou des puits ou des fontaines chez les gens. Et alors, vu sa tête, cette fontaine a donné lieu à une légende, celle du porteur ivre. Parce que, comme il a un peu la gueule cassée, on a l'impression qu'il est un peu bourré. Et que peut-être dans sa barrique, il ne porte pas de l'eau mais du vin, et qu'il en aurait bu une bonne partie. Bon, c'est pas très sympa de se moquer des gens qui ont un peu bu. Ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Et alors, en fait, pourquoi il aurait cette tête-là ? A priori, à l'époque, quand il a été construit, en 1580, il avait le visage tout rond. Et il ressemblait un peu à Martin Luther, on dit. Martin Luther, qui est celui au début du XVIe siècle, 1520 quelque chose, qui a initié la réforme protestante. Donc à Rome, c'était pas génial. Et les gens se sont dit « Ah non, mais c'est un hérétique, il faut absolument lui lancer des cailloux. » Et on lui aurait lancé des cailloux, mais sur plusieurs dizaines d'années, j'imagine, pour qu'il finisse dans cet état-là. Bon, pardon, Voilà. Et pourquoi il est devenu une statue parlante, le Facchino ? Parce que c'est un ouvrier, pauvre ouvrier, travailleur, une personne du peuple déjà, et pas un dieu ou une statue très ornée, très décorée, comme on peut en trouver partout dans Rome. Il était déjà en lui-même un bon candidat à la protestation populaire. Ça devait être un ruisseau, un fleuve, que dis-je, un océan de critiques qui se sont amoncelés sous cette barrique. On arrive à l'église Sant'Andrea della Valle, où on va trouver une nouvelle statue parlante, pas piquer des hannetons. Donc on contourne l'église et on arrive là, sur des travaux, bien sûr. Mais quand même, on va aller voir au fond. Et on est Piazza Vidoni. Et alors toi, tu parles ? Ça paraît difficile tout de suite. Et pourtant, oui, elle fait partie des statues parlantes. C'est la statue de l'abate Luigi, de l'abbé Louis.
Alors on sait que c'est une statue qui date de la fin de l'Empire romain et qui représente un homme en robe, peut-être un magistrat, en tout cas c'est pas un abbé à la base. On l'a surnommé l'abbé Luigi, en référence a priori à un sacristain assez vif d'esprit de l'église voisine du Santissimo Sudario. Et pourquoi cette statue a pris le nom de l'abbé ? Parce qu'a priori, il y avait une ressemblance. J'ai du mal à imaginer comment on peut trouver une ressemblance entre une statue sans tête et un sacristain. En fait, à la base, elle avait une tête, la statue. Mais ça a été un peu le sport local, de décapiter la statue à toutes les époques. D'ailleurs, sur son pied, on peut lire « Je fus un citoyen de la Rome antique. Aujourd'hui, tout le monde m'appelle l'abbé Luigi. Avec Marforio et Pasquino, j'ai conquis une renommée éternelle dans les satires urbaines. J'ai subi des offenses, des disgrâces et même la sépulture, mais ici j'ai une nouvelle vie, enfin en sécurité. » Ça fait référence au fait qu'à un moment donné dans sa vie de statue, l'abbé Luigi, il était conservé au Palazzo Chigi, qui est un peu plus loin par là. Sauf qu'il en est sorti. Il avait à l'époque retrouvé une tête qu'il a reperdue ensuite. Ce que l'on sait, c'est qu'en 1966, on l'a à nouveau décapité. Déjà que c'était même plus sa tête d'origine, c'était une copie d'une copie de la tête d'origine. Et là, l'abbé Luigi s'est exprimé avec un petit mot évidemment qui a été laissé à son pied et qui disait « Oh, toi qui m'as volé la tête, vois à me la rapporter immédiatement. Sinon, tu vas voir, ils m'enverront au gouvernement. » Et ça m'agace. Parce que ça sous-entend qu'au gouvernement, les gens n'ont pas de tête. Mais c'est pas la dernière fois encore qu'il a été décapité. Parce qu'on lui a recollé une tête après 1966, qui lui a été re-enlevée. En 2013, il y a eu la dernière décapitation de l'abbé Louis par, une bande de jeunes qui certainement a voulu récupérer ce trophée. Et depuis, la copie est encore en restauration, ou alors on a jugé bon de laisser les choses en l'état, puisque apparemment il est condamné à perdre la tête. Et d'ailleurs, il y a une des phrases qui aurait été laissée à son pied qui disait « L'abbé Luigi perd la tête plus souvent que les cardinaux ». Il babouino. Une visite. Évidemment, j'arrive devant le babouino et il y a tout un groupe qui fait une visite, je crois, sur les statues parlantes. On va attendre un peu. Je savais même pas que ça existait. En fait, je suis une créatrice de tendance sans le savoir. Avec mes 3 abonnés, vous voyez ? Ce que l'on sait du babouino, c'est que c'est un silène antique. Un silène, c'est un satyre. Ces personnages faisaient partie du cortège de Dionysos, le dieu du vin et de la bonne chère. C'est une créature anthropomorphe, mi-homme, mi-bouc. À la base, il ne s'appelait pas la statue del babouino, c'était le silène. Mais il a été rebaptisé babouin par les Romains parce que la statue, elle n'est pas super jolie. Ils ont dit il est si moche qu'on dirait un singe. C'est vrai que À la base, c'était une fontaine publique qui a été financée par un commerçant de Ferrare, Alessandro Grandi, vers 1576. Au tout début, il était de l'autre côté de cette rue. Il a été déplacé plusieurs fois et en 1957, les Romains ont milité pour qu'il revienne à son emplacement presque d'origine. Et visiblement, il a un certain succès. Tous les moches peuvent pas en dire autant. Bon, il y a quelques inscriptions autour, mais je crois que ça n'a rien à voir. Bon, c'est contre la technologie, celui-ci. Ah, mais là, il y a eu des choses et ça a été caché. Peut-être qu'il parle encore, Babouino, en fait. C'est entre de la poésie et de la contestation politique. Je pense que Babouino, il a repris du service. L'ironie avec le Babouino, c'est qu'il a donné son nom à la rue. C'est une rue hyper chic qui, à la base, s'appelait rue Clémentine parce qu'ouverte par le pape Clément VII au début du XVIe siècle. Et ce babouin assez vilain a donné son nom à une des rues les plus chics de Rome avec l'hôtel de Russie où logent les personnes les plus argentées, plein de très grandes marques. C'est un peu l'avenue Montaigne à Rome. Et l'ironie de l'histoire, dans l'ironie de l'histoire, c'est que moi, quand je suis arrivée à Rome, ma première adresse a été Via del Babouino. Alors, si je récapitule, les 6 statues parlantes sont Pasquino, Marforio, Madama Lucrezia, l'abate Luigi, il Babouino et il Facchino. Et donc, c'était des écrits qui étaient déposés de manière anonyme, évidemment, et évidemment la nuit. La police, en journée, faisait le ménage, sauf que ça revenait les nuits suivantes.
Ça a été longtemps une chasse comme ça. Les dirigeants, au début, se sont dit on va mettre des policiers en planque devant les statues. Ils ont essayé de les arrêter. Finalement, ils ont un peu laissé faire parce qu'on s'est dit que c'était bien que les Romains puissent laisser échapper un peu la pression de cette manière-là, que c'était plus pacifique que de faire la révolution complètement. Et aussi, ça permettait de dénoncer des actions d'ennemis politiques ou d'adversaires au conclave. Donc, les statues parlantes ont eu le droit de parler.